Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique à la une de l'actualité de ce jeudi. Le camp de la MINUSMA à Tombouctou au Mali, une nouvelle fois pris pour cible. L'attaque au mortier a blessé plusieurs soldats français dont un grièvement. Elle a été revendiquée par le leader du groupe Ansar Dine, Iyad Agrali. On fera le point avec notre correspondant. Au Rwanda, la commission électorale fait machine arrière. Elle a annoncé l'abandon de sa mesure. Les candidats à la présidentielle du 4 août pourront finalement publier librement du contenu sur les réseaux sociaux sans qu'il soit vérifié au préalable par ses soins. Et puis nous reviendrons avec notre invitée, la journaliste de RFI, Florence Maurice, sur la crise qui sévit depuis un an dans la région du Poul, au Congo-Brazzaville. Elle rentre de reportage. Ce département est secoué par des combats depuis la réélection contestée en avril 2016 du président Denis Sassou Nguesso. Des affrontements qui se déroulent à huis clos. Au Mali, le camp de la MINUSMA qui se trouve à Tombouctou dans le nord a donc été visé par une attaque au mortier. Plusieurs soldats français ont été blessés, dont un très grièvement. L'attaque a été revendiquée par le leader du groupe Ansar Dine. Ces derniers mois, les attaques se sont multipliées contre les forces de maintien de la paix et les forces étrangères. La précision de notre correspondant à Bamako, Anthony Fouchard. Les obus de mortier se sont abattus les uns après les autres autour du camp de la MINUSMA à Tombouctou avant que l'un des projectiles ne finisse par exploser à l'intérieur de cette base qui abrite à la fois des casques bleus et des soldats français de l'opération Barkhane. Plusieurs d'entre eux ont été blessés par le souffle de l'explosion, mais un a été très grièvement touché. Il a dû être opéré une bonne partie de l'après-midi par le personnel médical du contingent suédois de l'ONU présent sur place. Des patrouilles aériennes et terrestres ont été rapidement déployées par la force Barkhane, mais aussi par les casques bleus pour tenter de retrouver les assaillants. Une traque dont on ignore encore ce soir les résultats. Et j'ajoute que mercredi, toujours dans le nord du Mali, 3 militaires maliens ont été tués. Ils se trouvaient à bord d'un convoi de ravitaillement de l'armée malienne et sont tombés dans une embuscade. 3 soldats ont également été blessés. L'attaque a été revendiquée dans un communiqué jeudi par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la nouvelle alliance entre djihadistes du Sahel liée à Al-Qaïda. Restons dans la même région, mais cette fois au Niger, près de la frontière malienne. Sachez que 6 soldats nigériens ont été tués mercredi soir lors d'une attaque contre la ville d'Abala, située à environ 200 km au nord de Niamey. Cette zone est le théâtre d'attaques récurrentes de la part des djihadistes. La mobilisation ne faiblit pas à Al Hoceima dans le nord du Maroc. Le mouvement populaire du Rif a décrété à partir de ce jeudi 3 jours de grève générale dans toute la ville. Les protestataires appellent aussi à boycotter le prêche et la prière du vendredi dans les mosquées. Depuis 6 jours, tous les soirs, après la rupture du jeûne, ils sont des milliers à se réunir pour protester contre l'arrestation du leader de ce mouvement, Nasser Zefzafi, interpellé lundi dernier pour avoir interrompu le prêche d'un imam. Nicolas Germain. Ils ne baissent pas les bras. Pour la 6e nuit consécutive, ces manifestants sont descendus dans les rues d'Al Hoceima. Ils disent protester contre la corruption, l'autoritarisme et le chômage. Et ils demandent notamment la libération d'une quarantaine de personnes, dont Nasser Zefzafi, le leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif dans le nord du Maroc depuis 7 mois. Nawal Benaïssa est l'un des nouveaux visages de la contestation. Les citoyens, les hommes et les femmes du Rif subissent des injustices. Et nous, les femmes, c'est notre devoir de sortir dans la rue pour protester et réclamer nos droits. Mercredi soir, les manifestants étaient un peu moins nombreux mais plus organisés, avec des volontaires en gilets fluorescents qui canalisaient la foule. Le Rif croit à la liberté, à l'humanisme, à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause. Nos demandes sont des droits dans les pays démocratiques. Le Rif est l'une des régions les plus pauvres du Maroc et historiquement l'une des plus frondeuses. Pour l'instant, les médias publics couvrent peu ces manifestations et la classe politique reste également très discrète.
Direction le Rwanda à présent, nous vous en parlions mardi soir. La commission électorale avait annoncé qu'à partir du 14 juillet, date du début de la campagne pour la présidentielle, tous les messages que les candidats voudraient diffuser sur les réseaux sociaux seraient vérifiés avant leur publication. Une mesure qui avait alors déclenché une levée de boucliers, notamment de la part de l'opposition. Et cela a fonctionné. La mesure a été retirée. La correspondance à Kigali de Thaïs Brook. La mesure controversée, c'est-à-dire le contrôle des publications sur les réseaux sociaux des candidats à l'élection présidentielle, a entraîné une avalanche de critiques. D'abord, il y a eu l'opposition qui dit craindre une possible censure en cas de critique du président Paul Kagame qui se représente pour un 3e mandat. Ensuite, il y a eu le corps diplomatique qui a vivement réagi et s'est dit très préoccupé. L'ambassadrice américaine au Rwanda a notamment dénoncé de très sérieuses limitations à la liberté d'expression. Louise Mushikiwabo, la porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, a aussi critiqué la mesure sur Twitter. Enfin, la RURA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rwandais, a aussi réagi. Bien que la Commission électorale nationale soit une autorité indépendante en ce qui concerne les élections, elle n'est pas compétente pour contrôler les réseaux sociaux. Car le mandat de réguler l'information, la communication, les technologies et les médias appartient à la RURA. Donc nous voulions faire une déclaration pour réaffirmer le droit des citoyens rwandais à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. The citizens' right, Rwandan citizens' right to use social media. En clair, la NEC, la commission électorale, aurait outrepassé ses droits en établissant cette directive. L'institution a donc retiré cette mesure controversée aujourd'hui. Les candidats à l'élection présidentielle pourront donc publier sur les réseaux sociaux sans en référer à la commission électorale. Et nous allons maintenant nous intéresser à une crise qui dure depuis 1 an et dont nous savons peu de choses. La crise du Poul, un département du sud du Congo, Brazzaville, secoué par des combats depuis la réélection contestée en avril 2016 du président Denis Sassou Nguesso. Ces affrontements opposent l'armée aux partisans de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le Pasteur Ntoumi. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Florence Maurice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez du Congo Brazzaville. Alors d'abord, cette première question, dans quelles conditions se sont passés vos reportages et pourquoi est-ce que finalement le Poul n'est pas accessible pour les journalistes ou encore pour les humanitaires ? Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le Poul. L'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils ne vont pas dans les villages, donc ils ne vont pas... ils vont pas au plus près de là où se situent les combats et surtout ils n'accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le Poul. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité et c'est ce que disent aussi les humanitaires parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités ne sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Ça, c'est pour les humanitaires et les journalistes, mais il y a quand même eu des demandes pour avoir des couloirs humanitaires qui n'ont pas été entendues pour le moment. Et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Que vous ont dit d'ailleurs justement ces témoins sur la situation? Que vous rapportent-ils? Sur la situation humanitaire, alors il y a la grosse crainte actuellement, c'est le problème de la malnutrition. Ce que racontent les gens, c'est qu'ils arrivent pour certains à s'échapper de zones où, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, les forces de sécurité les empêchent de sortir, les empêchent d'aller à leur champ pour cultiver, parfois brûlent leur maison, contrôlent les allées et venues des véhicules pour savoir quelle provision sort, quelle provision rentre, ce qui fait dire à certains politiciens locaux d'opposition que ce qui se passe, c'est un véritable blocus en fait sur place. Et donc aujourd'hui, on sait que le risque d'avoir des populations entières avec des problèmes de malnutrition sévère
est très très important. On ne sait pas combien de personnes sont concernées, c'est pour ça qu'on réclame ce couloir humanitaire. Voilà. Mais il y a ces populations-là qui sont coincées et les deux camps s'accusent mutuellement de les prendre en étau. Les organisations humanitaires disent qu'il y a à peu près déjà 20 000 déplacés par rapport à ces combats qui ont lieu donc, dans cette région du Pool. Est-ce qu'on en sait un peu plus justement sur ces combats, sur ce qui se passe? Alors, oui, 20 000 déplacés qui sont d'ailleurs abandonnés avec très très peu d'aide humanitaire, c'est aussi un problème. Ce qu'on sait, c'est que c'est une forme de guérilla qui se joue, mais c'est très flou. C'est très flou sur les forces en présence. On ne sait pas combien de partisans a le pasteur Ntoumi. Les gens qui combattent à ses côtés sont des gens qui sont censés avoir été désarmés pendant la précédente guerre, il y a 20 ans. On ne sait pas non plus très bien ce qui se passe du côté des autorités. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. On sait qu'il va y avoir des élections législatives au mois de juillet. Rapidement, est-ce que ces élections peuvent avoir lieu dans ces conditions ? Alors, il y a beaucoup d'ONG et aujourd'hui de partis d'opposition qui disent « nous, on veut l'arrêt des combats en préalable à la participation ». Clairement, ça ne sera pas possible de tenir les élections dans certains districts du Pool. Ce que disent les autorités, c'est dans ces cas-là, il y a une disposition qui prévoit que les députés en place seront reconduits. Et puis, voilà, on ne va pas prendre le risque d'organiser des élections, mais on va admettre qu'elles ne peuvent pas se tenir. Merci beaucoup Florence Maurice d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur ce qui se passe en ce moment dans la région du Pool au Congo-Brazzaville. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.